Les communs, en fait, c'est une très très vieille approche qui existe depuis le Moyen-Âge et même au-delà, où c'est des systèmes de partage de ressources entre individus qui se rassemblaient en communauté et qui définissaient des droits d'usage pour maintenir un accès dans le temps à des ressources qu'ils pensaient essentielles. Ça a concerné des pâturages, des forêts, des rivières. Et aujourd'hui, il y a toute une renaissance de la question des communs qui est en partie due à Internet et au numérique, où on s'est rendu compte que voilà, sur Internet, on pouvait construire des ressources sous forme de communs par des communautés qui en prennent soin et qui les développent et qui les mettent en partage. On cite souvent Wikipédia ou le logiciel libre comme étant des exemples de ces communs-là. Parce qu'en fait, les communs numériques, ils ont prouvé qu'on pouvait produire des ressources relativement complexes, comme peut l'être un système d'exploitation ou une encyclopédie collaborative, sur une base décentralisée dans des communautés qui n'ont pas besoin d'organisation hiérarchique pour se coordonner. Et elles le font grâce au réseau notamment. Et du coup, ça a validé, en fait, mais à une échelle beaucoup plus grande, des analyses qui avaient été déjà conduites sur des ressources naturelles, où on avait constaté que la ressource était gérée de manière plus durable et plus efficace, sans y mettre de droit de propriété, et en permettant à une communauté de la prendre en charge en s'auto-organisant. Et ce qui se passe aujourd'hui sur Internet, c'est qu'on peut, grâce aux moyens numériques et au réseau, arriver à une échelle de coordination qui est beaucoup plus grande, avec des groupes qui sont beaucoup plus vastes. On estime que sur Wikipédia, il peut y avoir 200 000 contributeurs réguliers qui arrivent à se coordonner pour produire la ressource sans avoir besoin d'une organisation hiérarchique. L'intérêt de généraliser un peu la dynamique de l'open source ou du libre, c'est de profiter au maximum des effets d'intelligence collective. Il y a une productivité en fait, du travail en commun, notamment dans les champs de la connaissance. Et plus on libère les droits d'usage, plus on permet justement à des communautés de travailler à des échelles plus hautes au développement des ressources. Et à ce moment-là, on maximise les effets d'intelligence collective. Et l'autre chose qui est très importante dans ce mouvement, c'est qu'on évite que les ressources soient recapturées à titre exclusif par des entreprises ou par des acteurs uniques. Donc on casse les monopoles et par cette forme de partage, on peut arriver à avoir des choses qui ont de la valeur mais qui ne dérivent pas vers des formes de monopole nocifs. On pourrait essayer d'imaginer une société, pas seulement une société de la connaissance, mais une société de la connaissance ouverte. Et ça pourrait avoir des incidences très très fortes dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine de la recherche par exemple. On pourrait imaginer carrément avoir des filières industrielles qui soient basées sur la connaissance ouverte, où même les entreprises mutualiseraient leurs connaissances et continueraient à fabriquer des produits, mais avec ces logiques d'intelligence collective sur la production des connaissances de base qui permettent ensuite de faire tourner l'économie. Il y a des gens qui commencent à modéliser ce que pourrait être une économie de la connaissance ouverte, sans renoncer à ce qu'il y ait une économie, parce que le but c'est pas non plus de faire disparaître ni le marché, ni les entreprises, etc., mais de repenser en fait le système pour qu'on ait cette mutualisation des connaissances et qu'on essaie de produire le maximum d'effets sur l'intelligence collective.